Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation du logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir les modes de mise en veille des microprocesseurs via la logique câblée. Comment ça se passe concrètement? La mise en veille du microprocesseur, c'est en utilisant son alimentation. Donc, nous allons jouer sur le circuit d'alimentation du microprocesseur et nous allons utiliser une broche d'auto-maintien que le microprocesseur ou de mise en veille que le microprocesseur pourra agir sur ça s'il veut s'éteindre lui-même. Donc, via cette broche, le microprocesseur pourra alimenter son circuit d'extinction lui-même, donc de façon intelligente. Donc, comment ça se passe ici? Nous avons une double connexion en transistor et une batterie 5 volts. Ça dépend de votre microprocesseur, que ce soit 3,3 ou 12 volts. Donc, ça, c'est plus pour les circuits qui sont alimentés sous batterie. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Nous avons ici un transistor à canal P qui, pour être passant, il faut que, parce que voici voici le drain, grille, drain et source ici, voici la source là. Donc, pour que ce transistor à canal P soit passant, il faut que la tension grille source, que la tension VGS, V grille source, soit négative. Et pour qu'elle soit négative, il faudrait que la tension entre la grille et la masse ou la grille à source soit négative. Donc, pour ce faire, lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir ici, la tension 5 volts circule à travers ce potentiel-ci et nous crée un potentiel négatif parce que vous allez voir que si on applique les 5 volts ici, ça traverse la résistance et ça retourne à la masse parce que le bouton est connecté. Vous allez voir que si vous parcourez la loi d'Ohm, vous allez voir que la tension au bord de la résistance est égale à l'inverse de la tension de la batterie. Donc, la tension de la résistance R1, ce sera moins 5 volts ou du moins moins quelque chose, moins une tension approchant les 5 volts, oui, moins peut-être une chute, oui. Et ces moins 5 volts là de conservation de tension vont venir s'appliquer à VGS et le transistor à effet de champ va se fermer parce qu'il est à canal P. Il va se fermer entre la source et la grille ici et laisser passer donc les 5 volts qui vont aller alimenter le microprocesseur. Une fois que les 5 volts alimentent le microprocesseur, notre doigt est toujours appuyé. Donc là, on va dire qu'on a appuyé comme ça. Donc, pendant l'instant de l'appui qui dure peut-être 100 millisecondes. Donc, pendant l'instant d'appui qui dure peut-être 100 millisecondes, vous voyez qu'il y a une tension négative qui se crée ici. Le transistor ici se ferme. Pendant les 100 millisecondes, le microprocesseur est alimenté. Bon, dès que le microprocesseur est alimenté, le condensateur ici a juste pour rôle de déparasiter le signal, mais ce n'est pas important. Donc, dès que le microprocesseur est alimenté, nous lui envoyons un code pour lui dire, par exemple, d'envoyer 5 volts sur la broche d'auto-maintien pour se maintenir sous tension, parce que s'il ne se maintient pas. Et quand il envoie 5 volts sur cette pin-ci, vu que le transistor à effet de champ ici, c'est un transistor à canal N, cette fois-ci, il a besoin d'une tension positive entre la grille et la source. Voici la grille et voici la source. Donc, il a besoin cette fois-ci d'une tension positive entre la grille et la source pour être polarisé. Le microprocesseur, pendant ce court laps de temps d'appui, parce qu'il faut toujours préciser que tout ceci se passe pendant un temps infinitésimalement grand, faible, donc pendant un temps vraiment très très faible. Le microprocesseur envoie donc l'information, peut-être ces 5 volts là, qui réussissent à polariser la grille et la source de ce transistor-ci, de ce transistor Q2, qui lui se ferme, qui lui devient passant et ferme entre le drain et la source. Dès qu'il se ferme entre le drain et la source, il remplace maintenant, donc il devient comme un deuxième bouton pour soit fermé. Et là, nous pouvons relâcher l'appui. Celui-ci va rester fermé parce que l'information de 5 volts envoyée par le microprocesseur est présente. Et par conséquent, il continue à polariser le premier transistor et les 5 volts continuent à arriver au microprocesseur. Donc, la programmation n'est pas vraiment difficile. Si vous utilisez un Arduino Uno, vous pouvez déclarer la pin, par exemple, une pin d'auto-maintien. Je ne sais pas si bon, ça va être vraiment petit. Ouais. Si vous utilisez, par exemple, une carte Arduino Uno, vous allez voir que vous pouvez déclarer une pin, par exemple, d'auto-maintien. D'auto-maintien qui peut être la pin 10, je suppose. La lettre elle n'est pas nécessaire. Vous déclarez la pin d'auto-maintien comme une sortie.
Et là, dès votre première ligne de code sera d'envoyer 1 sur la pile d'auto-maintien. Donc, d'envoyer 5 volts sur la pile d'auto-maintien. Donc, dès que l'Arduino est alimenté, vous voyez, il arrive là, il exécute, il dit pile d'auto-maintien en sortie. Et là, il envoie directement, à l'instant, il envoie 1 sur la pile d'auto-maintien avant que l'utilisateur ne relâche son étreinte sur le bouton. Donc là, c'est très, très important. Et là, il peut attendre pendant 1000. Donc là, après avoir déjà maintenu ça, parce qu'il va rester à high, vous pouvez écrire tout votre code. Après, dès que vous voulez mettre le microprocesseur en état hors d'état, vous sauvegardez bien sûr les valeurs et vous pouvez remettre pin d'auto-maintien à low. Ça veut dire que si vous remettez la pin d'auto-maintien à 0, par exemple là, si vous remettez la pin d'auto-maintien à 0, ça veut donc dire que ce transistor-ci à effet de champ ne sera plus passant. Et s'il n'est plus passant et que le bouton a été relâché depuis une éternité, on va dire, ça veut dire que la tension gris sous ici ne peut plus être négative, oui. Si elle ne l'est plus, le transistor ici est bloqué et on n'aura plus de tension d'alimentation pour notre microprocesseur. Et le microprocesseur devra s'arrêter. Certains vont me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ça en application sur une carte Arduino dans le logiciel Proteus vu que je suis en train de travailler à l'intérieur. Le logiciel Proteus a comme défaut, je vais vous montrer, que par exemple les circuits, il alimente immédiatement ses microprocesseurs. C'est un avantage, mais c'est plus un défaut parce que ça nous conditionne trop à la paresse et ça nous empêche de faire certaines choses. Vous voyez là, vous n'avez pas de pin, vous allez voir sur, voici l'Atmega 328P, le microprocesseur principal de la carte Arduino. Vous n'allez pas voir de pin VCC, vous voyez, il y a AVCC, mais ce n'est pas VCC. Vous n'allez pas voir les GND. Il n'y a pas de VCC, pas de GND. C'est lors du routage que vous allez trouver ces deux éléments. Et c'est vrai, c'est une mauvaise chose plutôt. C'est plutôt une mauvaise chose. Parce que là, ça vous empêche de tester cette configuration-ci. Parce que pour la tester, il faudrait avoir le VCC de la carte Arduino. Mais là, sans rien connecter, si je balance mon programme là, ce microprocesseur fonctionne sans l'alimenter. Donc, c'est le logiciel Proteus qui alimente ce microprocesseur et par conséquent, tester notre montage de mise en veille du microprocesseur manuel sera difficile parce qu'il est totalement et complètement alimenté à tout instant. Bon, l'idée nous est venue donc de le faire si on ne pouvait pas tester. Je vais enlever cette lettre, ouais. Ça va pas nous servir. L'idée nous est donc venue de tester cela si ce n'était pas possible sur un microprocesseur, mais de le tester sur un circuit intégré. Parce que croyez-moi, dans Proteus, tous les microprocesseurs, que ce soit les PIC 16F, que ce soit les Atini, que ce soit les Raspberry, croyez-moi, tous les microprocesseurs dans Proteus sont alimentés de façon automatique. Et c'est vraiment gênant quand vous avez souvent des alimentations que vous voulez tester sur des cartes électroniques avant d'implémenter. Donc, vous voyez les alimentations concables là, dans Proteus, les utiliser sur un microprocesseur dans Proteus, c'est pas très fructif. Ça n'aide pas. Donc là, nous allons connecter dans le VCC. Nous allons prendre ce circuit intégré comme notre microprocesseur pour le tester. Nous le connectons là à VCC. Laissons d'abord l'auto-maintien. Laissons d'abord les pins d'auto-maintien. Donc, sans auto-maintien, si nous lançons le fonctionnement, vous voyez déjà là, comme convenu, vu que celui-ci c'est un circuit ouvert, celui-ci c'est un circuit ouvert, vu qu'aucun des deux n'est fermé, notre transistor à effet de champ ici n'est pas passant. Donc, vous voyez là, les 5 volts qu'il reçoit, il ne parvient pas à l'envoyer en sortie. Et par conséquent, notre 555 n'est pas alimenté. Donc, si nous pressons, si nous appuyons, là, vous voyez, il alimente le bouton comme convenu. Donc, comme convenu, notre bouton est censé alimenter notre montant juste le temps que le microprocesseur assure l'auto-maintien. Vous voyez là, il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Vous voyez là, il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Pas du tout. Ce n'est que... Donc, vous voyez, quand on presse là, vous voyez, quand on presse là, vous voyez, il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Là, nous pouvons, je sais pas, mais l'objectif n'est pas de réaliser un oscillateur ici, mais
littéralement, nous pouvons quand même le mettre à 100 micros. Ah, vous voyez, il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Ah non? Ouais, là, relançons. Il n'y a pas d'auto-maintien assuré. Vous voyez, l'oscillateur fonctionne si nous tenons le bouton. Il n'y a pas d'auto-maintien. Dès qu'on relâche le bouton, l'oscillateur s'arrête de fonctionner. Dès qu'on relâche le bouton, l'oscillateur s'arrête de fonctionner. Maintenant, si nous voulons auto-maintenir, vu que l'oscillateur envoie tantôt 1, tantôt 0, tantôt 1, tantôt 0, à une fréquence ici qui doit être de 1 Hz, parce que 100 micros, 10 kg, 6 kg, 8, vous avez vu dans les précédentes vidéos, ça va donner une fréquence de 1 Hz, donc une impulsion chaque seconde. Donc, vu qu'il envoie une impulsion chaque seconde, nous allons essayer de brancher l'auto-maintien. Nous allons brancher, pas essayer, nous allons brancher notre auto-maintien. Donc là, nous revenons là. Nous allons brancher notre auto-maintien. Ouais. Et vous allez voir que l'auto-maintien, il va tenter de maintenir malgré les impulsions. Donc, vous voyez là, si j'appuie là, non, là, si j'appuie, vous voyez l'auto-maintien a maintenu, si vous avez bien observé. Donc, nous allons aller en play pause. Donc, nous fermons là. Nous lançons, vous allez voir la simulation. Donc, déjà là, quand on ferme le bouton poussoir, donc quand on ferme le bouton poussoir ici, l'alimentation se dirige tout droit vers le NE555 qui l'alimente. Le NE555 étant alimenté, vous voyez sur la pin 3, il rejette une tension de 5 volts. Nous pouvons ici relâcher le bouton. Les 5 volts vont venir en tant qu'auto-maintien et maintenir cette branche ici active un certain temps. Donc là, vous voyez, là les 5 volts sont venus et vous voyez que cette fois-ci, la circulation de courant se fait plutôt via le second transistor MOSFET pendant un certain temps. Et ce temps-là suffit au NE555 pour continuer ses oscillations. Donc, nous allons en play pause. Vous voyez là, ce temps a suffi. Le NE555 est passé au temps bas. Celui-ci est toujours passant, il n'a pas encore reçu l'information. Vous allez voir. Si nous avançons un peu. Non, ça c'est la durée du temps bas. Super. Pourquoi? Non, play. Stop. Non, vous voyez. Alors là, vous voyez, le temps bas est terminé. Vous voyez, là, ça peut aider pour s'il y a un circuit d'auto-maintien, vous voyez. Là, il y aura les fois où ça va maintenir, des fois où non. Ou non, ça va pas le faire. Il y aura des fois ça va maintenir, des fois ça va pas le faire. Des fois ça va maintenir, des fois ça va pas le faire, des fois ça va maintenir, ainsi de suite. Donc, là, c'est parce que le 555 n'est pas un circuit programmable. Si c'était, par exemple, une carte Arduino, on aurait pu lui ordonner d'envoyer 1 constamment ici et ça aurait maintenu. Mais comme je vous ai expliqué, le défaut des microprocesseurs dans Proteus, je précise encore, c'est qu'ils sont alimentés de façon automatique. Nous n'avons pas la main mise sur l'alimentation des microprocesseurs dans le logiciel Proteus 8 professionnel. Donc, ceci dit, si nous ajoutons, par exemple, si nous agissons sur le rapport cyclique, parce que là, l'auto-maintien ne fonctionne pas parce que le rapport cyclique est de 50%. Non, il y a 50% de temps haut, 50% de temps bas. Mais si nous ramenons ce rapport cyclique à 100%, vous allez voir que là, dès là, l'auto-maintien va maintenir, mais il va maintenir éternellement. Donc là, si nous relançons là, lançons d'abord fonctionnement. Donc ça veut dire que si nous relançons là, ce transistor devient passant, il alimente le NE555. Le NE555 envoie 5 volts en sortie, mais vu que les 5 volts là ne sont plus conditionnés par un rapport cyclique, ça veut dire que ce circuit sera automatiquement maintenu et nous n'aurons quand même pas d'oscillation ici parce que nous avons 100% du rapport cyclique. Donc si nous regardons, vous voyez là, vous voyez là. Donc vous voyez là, l'auto-maintien a été assuré. Vous voyez, le NE555 est alimenté en permanence, mais le bouton est relâché.
Donc ça, c'est l'observation que je voulais vous faire voir. Donc, avec ce circuit-ci, il est possible pour vos microcontrôleurs pratiquement de les mettre en veille de manière mécanique. Donc, de les mettre en veille de manière mécanique ou logicielle. Donc, ça va dépendre de votre utilisation. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider dans vos bricolages et dans vos montages électroniques. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.